Très bien, nous allons débuter. Je vous remercie à tous pour votre présence pour ce webinaire du mois d'août, peut-être la reprise pour vous. Effectivement, le mois d'août, c'est un bon moment où l'activité est un peu plus calme parfois pour pouvoir se concentrer sur des sujets de fond qui vont nous servir tout au long de l'année. Et du coup, on voulait faire un petit point focus cette année et en ce mois d'août sur la mesure de la rentabilité de vos actions marketing et surtout par source d'acquisition, et on y reviendra. Je précise que vous avez la possibilité de poser vos questions directement dans la rubrique questions du petit panel GoToWebinar que vous avez dû installer ou alors dans la version en ligne. Et je répondrai à toutes ces questions à la fin du webinar. Et également, vous verrez, je vais vous poser deux questions de ma part, donc des petits sondages auxquels je vous inviterai à répondre pour avoir un peu plus d'informations sur notre audience et partager ces résultats. Une question très simple, sachant qu'aujourd'hui, on a à peu près 60-70 inscrits au webinaire. Alors, comment on va aborder ce sujet aujourd'hui? D'abord, on va commencer par la définition et les enjeux. Ensuite, on va parler de l'attribution et notamment le First Touch Attribution, qui est l'étape essentielle en fait de notre analyse sur le ROI par canal d'acquisition. Ensuite, on fera le travail, on verra comment associer le chiffre d'affaires à vos leads. Et enfin, peut-être le plus simple, une fois qu'on a réalisé tout ça, mesurer le ROI de nos actions marketing et notamment par canal d'attribution. Alors d'abord, les définitions. Important que tout le monde ait le même niveau d'information sur quel terme on utilise. Et avant de parler de définition, quel est le challenge? Donc le challenge, comme je l'évoquais, c'est de comprendre sur nos actions marketing, qui peuvent être diverses et sur divers canaux et divers supports, quelles sont ces actions qui me rapportent de l'argent et qui sont rentables pour mon entreprise. L'idée étant, in fine, d'investir au mieux pour servir à la croissance de mon entreprise de façon performante et pérenne. Le premier mot, bien sûr, qu'on va devoir définir, c'est le retour sur investissement, le fameux ROI qui nous intéresse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce retour sur investissement, il a déjà été évoqué, en tout cas, il est issu d'une problématique notamment qui date déjà du 19e siècle, qui avait été évoquée par John Wanamaker, avec sa phrase tristement célèbre « La moitié du budget que l'on dépense en entreprise, ce budget de publicité ne sert à rien ». Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle moitié. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à investir nos deux moitiés de budget marketing en se disant que l'ensemble a un impact positif. Mais ça veut bien dire que grosso modo, on a quand même 50% de notre budget qu'on pourrait optimiser pour avoir de meilleurs résultats. Et donc le ROI, c'est quoi? C'est un simple ratio en fait entre le gain qu'on peut obtenir et la mise de départ qu'on a faite pour cet investissement. Ensuite, la deuxième chose qu'on doit définir, ce sont les sources d'acquisition. Et on y reviendra par la suite, comment on s'en sert et comment on les attribue. Mais la source d'acquisition, c'est important, et elle a une identité qui peut être très diverse. En l'occurrence, il existe vraiment différents canaux d'acquisition. Ils peuvent être online et offline, par exemple. Donc, par exemple, ça peut être votre site internet, ça peut être vos réseaux sociaux, ou alors offline, ça peut être un salon ou un réseau de distributeurs sur lequel vous avez récupéré des opportunités. Vos sources d'acquisition, elles peuvent également être gratuites ou payantes. Je mets gratuite entre guillemets parce que j'y associe par exemple le SEO, le fait d'être bien référencé votre site web sur les moteurs de recherche. C'est gratuit dans le sens où vous n'avez pas de budget à allouer pour générer du trafic immédiat. En revanche, ce n'est pas vraiment gratuit parce que probablement que vous avez des collaborateurs qui travaillent au référencement de ce site internet, en production de contenu, etc. Donc dans votre enveloppe budgétaire, il faudra quand même compter un budget, même si ce sont des actions d'acquisition entre guillemets gratuites. Et en tout cas, on les oppose aux actions payantes, directes en tout cas, comme peuvent l'être Google AdWords ou LinkedIn Ads par exemple, où vous allez attribuer un budget et qui va vous générer un trafic occasionnel. Tant que vous allouez du budget, vous aurez un trafic qui sera boosté. Et le jour où vous coupez le budget, ce trafic occasionnel sera coupé. Et je l'oppose du coup aux acquisitions de trafic qui peuvent être pérennes, comme notamment le SEO, si on part du principe, bien entendu, que les règles du SEO et des moteurs de recherche ne changent pas de façon trop importante ou trop régulière. On peut dire que c'est un investissement pérenne. Et ensuite, le troisième point qu'on voulait définir aujourd'hui, c'est la First Touch Attribution. Si vous lisez, vous documentez sur le sujet, c'est un terme qui va ressortir très régulièrement dans l'analyse du ROI. La First Touch Attribution, en fait, c'est simplement le premier canal d'interaction
avec votre contact qui deviendra donc un lead et peut-être un client par la suite. Donc c'est la première porte d'entrée qu'il a pris pour arriver vers votre marque. Et c'est donc à cette source d'acquisition-là, en fait, donc le First Touch Attribution, qu'on va associer le crédit de la vente. On va se dire que si on a vendu à ce lead et qu'il est devenu client, c'est grâce à ce premier point de contact. On peut également l'opposer, ou en tout cas le compléter, avec la Last Touch Attribution. Vous comprendrez qu'il est le dernier point de contact avec le contact. Pourquoi? Parce que c'est souvent celui-ci qui nous aide à mesurer quelle est la meilleure action marketing qui me permet de convertir un lead en client. C'est la last touch qui lui fait passer à l'étape suivante de devenir client. Donc vraiment, ces deux informations sont très importantes. Le first touch attribution, comment j'acquiers mes leads, et le last touch, comment je les convertis en clients. À noter qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à toutes ces notions théoriques, puisque bien entendu, c'est quand même l'ensemble de vos actions marketing qui vont vous permettre de faire convertir un visiteur en client in fine, le first touch, le last touch, mais également il va y avoir tout un tas de points d'interaction au milieu de votre cycle de conversion et du cycle de vie client, notamment avec le marketing automation, on fait du nurturing, etc. Donc c'est bien l'ensemble qui va vous permettre d'avancer, mais ces deux points sont quand même des étapes clés qui vont vous permettre de générer vos leads et ensuite de les convertir en clients. C'est pour ça qu'on se concentre dans la théorie sur ces sujets. Continuons d'ailleurs sur ce First Touch Attribution. Comment on l'attribue, comment on l'établit? Ça, c'est la première étape. Et on va commencer par, du coup, définir ces sources d'acquisition qu'on a définies et créer ce qu'on appelle un plan de tagage. D'abord, il faut bien définir ces sources d'acquisition. Donc l'idée, c'est de faire l'inventaire de tous les canaux qui vous permettent aujourd'hui de récupérer des leads. D'une entreprise à une autre, ça peut vraiment varier pour plusieurs raisons. Peut-être que vous êtes en B2C ou en B2B, même parfois en B2B2C, qui va vous rajouter un canal intermédiaire de distribution ou de communication qui peut rajouter soit de la complexité, soit une nouvelle source d'acquisition. Vos différents canaux de communication et de diffusion, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être différents réseaux sociaux, ça peut être du référencement sur des sites tiers, ça peut être du référencement naturel ou des campagnes payantes comme on l'évoquait sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche. Mais également, n'oubliez pas de lister toutes vos sources d'acquisition offline, telles que le téléphone, telles que les salons ou les réseaux de partenaires, etc. Tout ça, c'est très important, et notamment, vous le verrez, dans l'objectif de pouvoir mesurer le ROI par source d'acquisition. Je prends l'exemple du salon, par exemple, c'est le dernier que je citais. Un salon, notamment en B2B, ça coûte souvent cher, mais qu'est-ce que ça génère par la suite? Même s'il n'y a pas de trafic web associé et d'automatisation de la source d'acquisition, on sait dire que ce prospect, on l'a rencontré une première fois sur le salon, et c'est ça qu'on veut tracer par la suite. Une fois qu'on a défini l'intégralité des sources d'acquisition qui concernent notre activité, et on va pouvoir l'enrichir dans le temps, peut-être que vous allez essayer de nouvelles sources d'acquisition dans le futur, on va pouvoir travailler sur le plan de tagage. Et le plan de tagage, notamment pour la partie web, c'est associé à la notion de UTM, qui s'appelle, donc c'est un acronyme qui veut dire Urchin Tracking Module, et on va y revenir. Toutes les sources de trafic online sont gérées automatiquement sur votre site web. En tout cas, le trafic arrive in fine sur votre site web et vos landing pages. Et c'est là où il est intéressant de mettre en place un outil de marketing automation pour pouvoir justement enregistrer ce trafic et gérer cela. Alors, tout d'abord, il faut commencer par définir qu'est-ce que sont les UTM et comment on va s'en servir. L'idée, c'est que quand un visiteur arrive sur votre site web, selon la source d'acquisition, qui viennent de vos réseaux sociaux, qui viennent de références naturelles ou payantes, il va avoir ce qu'on appelle un référent, un référeur, et qui est une donnée qui est transmise, qui nous permet de savoir d'où vient le contact. Cette donnée, elle est de plus en plus partielle et elle n'est pas trop maîtrisée, et du coup, on a un autre type de technologie qui est utilisable, qui s'appelle les UTM, et l'idée, c'est simplement de pouvoir enrichir l'URL par laquelle arrivent vos visiteurs, donc, pour y mettre des paramètres complémentaires qui vous donneront l'information de la source du contact, d'où il vient. D'accord ? Dans le cas de sources offline, vu qu'on n'arrive pas par le trafic web et qu'on n'a pas partagé une URL, on renseignera tout simplement manuellement cette source quand on va importer un fichier de contact qu'on a récupéré sur un salon, par exemple. Concrètement, comment on le met en œuvre? D'abord, on va définir donc nos différentes sources d'acquisition, comme on le disait, par exemple Ads, LinkedIn, le SEO, Twitter, Facebook, salon, etc. Et par la suite, à chaque fois que vous allez partager un lien sur vos sources d'acquisition, donc sur des campagnes payantes, sur vos réseaux sociaux, etc., vous allez ajouter ces fameux UTM. Par exemple, si je veux partager mon site, le lien de mon site monlien.com/monarticle, quand je vais partager
ce lien pour du référencement payant sur Google Ads, par exemple, je vais y rajouter mes UTM avec UTM source égale ads. Et je vais faire la même chose pour Twitter, UTM source égale Twitter. Et je peux faire ça avec autant de sources que je le souhaite, avec un niveau de finesse de plus en plus fin. Hein. Je peux très bien me contenter de dire réseaux sociaux en général, si je veux regrouper tous les réseaux sociaux, ou alors de façon plus fine, différenciée pour chaque réseau social. Comme je disais, hein, gardez-le bien en tête, dans le cadre d'une acquisition de contacts offline, hein, comme le salon, réseau de distributeurs, ce genre de choses, il n'y a pas d'UTM, et dans ce cas-là, on viendra renseigner cette information, on va le voir plus tard, de façon manuelle. Une fois qu'on a pris l'habitude du coup de créer ce plan de tagage et du coup de partager les liens en y rajoutant l'information où est-ce que je publie ce lien, hein, donc cette source, on va devoir la capturer et surtout la conserver. Donc vous partagez vos liens sur vos différentes ressources, vous allez créer un champ de contact dans votre gestionnaire de base de données, de votre outil de marketing automation qui va traquer le comportement de visiteur, qui va permettre de stocker du coup cette information de First Touch Attribution, hein, donc un champ personnalisé. Et derrière, on va mettre à jour les formulaires d'acquisition sur vos landing pages et sur vos sites, de téléchargement de ressources, de visualisation de webinars, d'inscription à des webinars, de contacts, etc. pour capturer cette information qui a été ajoutée à la fin des URL et l'attribuer au contact, ou alors vous pouvez aussi l'attribuer aux sociétés, on y reviendra par la suite sur la partie analyse. Concrètement, comment ça se passe chez nous par exemple? Simplement sur le formulaire, je vais créer un champ caché sur lequel je vais lui donner le nom de UTM source. Ensuite, je vais lui attribuer une valeur par défaut. Qu'est-ce qui passe si jamais il n'y a pas d'UTM source qui est renseigné dans l'URL? De mon point de vue, on peut considérer qu'on peut attribuer la valeur par défaut de SEO, donc de référencement naturel, parce que s'il n'y a pas d'UTM source customisée, ça veut dire que ce n'était pas un canal précis et a priori la personne est venue par référencement naturel. Par la suite, je vais mapper cette information à mon champ de contact source d'attribution que j'ai créé au préalable. Et enfin, je vais activer une petite fonctionnalité qui est importante et je vais vous expliquer pourquoi, c'est le fait de ne pas écraser la valeur si elle est déjà renseignée dans ce champ de contact. Concrètement, l'idée c'est de se dire, si j'ai déjà une First Touch Attribution qui est attribuée au contact, donc par exemple le SEO comme on le disait, et que par la suite il vient retélécharger une nouvelle ressource ou faire un nouveau point de contact avec moi par mes campagnes payantes, par mes réseaux sociaux, je ne veux pas que ça vienne écraser ma première touche, mais je vais l'enregistrer peut-être différemment ou ne pas l'enregistrer. Ça va, comme je vous le disais au tout début, hein, c'est l'ensemble des touches qui vont vous permettre d'avoir un cycle performant. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de capturer ma première touche d'acquisition. Donc je ne veux pas écraser la valeur si elle existe déjà. Et enfin, un petit script à coller dans le formulaire qui va permettre du coup de récupérer automatiquement les UTM dans l'URL et l'enregistrer dans le formulaire. Notez qu'on va associer un article de blog à ce webinaire. Vous pourrez accéder à l'article de blog qui fait un peu office aussi de tutoriel et vous aurez accès à tous ces scripts, etc. En parallèle, je vais lancer un premier sondage, à savoir est-ce que vous avez déjà pris le temps, vous, dans votre entreprise, de différencier vos leads par canal d'acquisition? Donc je lance le sondage, vous pouvez y répondre, et par la suite, on y reviendra. Une fois qu'on a mis ça en place donc sur les formulaires, ça va aller assez vite parce que c'est vraiment l'essentiel, hein, c'est de capturer cette First Touch Attribution, et maintenant on va pouvoir se concentrer sur faire le lien entre cette source d'acquisition et votre chiffre d'affaires. Et pour ça, pas de magie, il vous faut un CRM. Tout simplement parce que c'est le CRM qui a tout un tas d'informations commerciales. Alors du coup, la seconde étape ici, ça va être de s'assurer qu'on ait bien une synchronisation entre votre outil de marketing automation qui va s'occuper du tracking comportemental, enregistrer ses UTM sur les fiches de contact ou de société, et votre CRM qui permettra d'échanger dynamiquement ces informations de société et de contact. Ensuite, l'idée, c'est que dès qu'un contact va être créé, un lead va apparaître dans votre outil de marketing automation, et cette information créera des leads directement dans votre CRM avec cette source d'acquisition qui nous était si importante aujourd'hui. Et ensuite, l'idée de ce lien, c'est de faire aussi un lien sur tout le parcours de vos prospects et de vos clients, et d'assurer un suivi de la première visite jusqu'au closing de votre opportunité commerciale. Pour mesurer le ROI in fine, on y revient. Alors, dans le CRM, l'idée, c'est que c'est votre CRM qui va recenser toutes vos données commerciales, notamment le nombre d'opportunités, leurs valeurs, les entreprises qui sont clientes, les contacts qui sont clients.
Et comme on va y remonter la source d'acquisition depuis le logiciel de marketing automation, par la suite, on va pouvoir faire des retraitements de données. Donc, par exemple, grâce à mon CRM, je peux sortir un tableau de chiffre d'affaires par mois qui me donne, par exemple, vous voyez, en janvier, un peu plus de 10 000 euros, etc., etc. Jusqu'à là, je n'ai pas fait d'analyse par source ou par source et ni de ROI par la suite. Et c'est pourquoi souvent les gens s'arrêtent au CRM sur ce type de dashboard, d'avoir un chiffre d'affaires par mois et de pouvoir piloter et suivre ça en fonction des objectifs des équipes commerciales. Grâce à la synchronisation avec le marketing automation, on va y rajouter l'information d'acquisition, la source d'acquisition et l'associer aux informations de chiffre d'affaires du CRM. Et l'idée derrière ça, c'est qu'en croisant les données, on va pouvoir créer des rapports et des dashboards du chiffre d'affaires, mais par canal d'acquisition. Et par exemple, on voit que ce même dashboard qui était situé sur un chiffre d'affaires par mois, j'ai pu le reconvertir sur un chiffre d'affaires par source d'acquisition. Tout simplement parce que cette information, comme je vous le dis initialement, de source, qui était associée au contact ou à la société, je l'ai envoyé dans le CRM, et dans le CRM, sur ces mêmes contacts ou sur ces mêmes sociétés, à vous de voir si vous gérez le chiffre d'affaires par contact ou par société, j'y ai attribué le chiffre d'affaires de mes opportunités commerciales dans le suivi classique de mes activités commerciales. Plus qu'à croiser les données, et du coup, je peux sortir le chiffre d'affaires par source d'acquisition. À ce stade, on n'a toujours pas parlé de ROI, on parle simplement de chiffre d'affaires par source d'acquisition. Mais là, vous le voyez venir, ça va venir assez simplement et assez rapidement, et c'est là qu'on va calculer le ROI par source d'acquisition. Et donc tout simplement, comme je le disais en introduction, il va falloir faire le quotient entre le gain et la mise de départ. Donc dans notre dashboard, dans notre tableau de suivi, on va simplement y rajouter un budget, puisque là par exemple je suis sur des statistiques annuelles, sur le chiffre d'affaires, ici, par source d'acquisition. J'y rajoute en face le budget de chacune de ces sources d'acquisition, donc un budget pour le social, un budget pour le SEO, production d'articles, etc., le budget sur Ads, le fait de payer nos campagnes sur Google AdWords, et ainsi de suite. Et en faisant le ratio, j'obtiens du coup un ROI par source d'acquisition. Et là, on peut constater sur mon exemple que les réseaux sociaux, on a un ROI de 50%, donc c'est-à-dire qu'on investit 2 fois plus qu'on gagne en retour. En revanche, la source d'acquisition la plus performante, c'est le SEO, avec 200% de ROI. Donc pour 1 euro investi, je récupère un peu plus de 2 euros. Grosso modo, ce que vous voyez là, les nombres ne sont pas les bons sur mon exemple, mais c'est plutôt ce qu'on constate, nous, en tout cas chez Webmécanique. Ce qui est le plus performant d'un point de vue retour sur investissement, c'est le SEO. Ça n'empêche que c'est un gros travail, il y a quand même un budget en face, comme je vous l'expliquais, puisque le SEO, on a des personnes qui travaillent dessus, donc il y a des salaires à payer, il y a peut-être l'intervention d'une agence qui va nous faire la mise en page, ou alors la création des graphiques, et même éventuellement, on va aller essayer de faire référencer nos livres blancs sur des plateformes tierces, etc. Mais ce qui peut tomber du coup dans le cadre du sponsoring ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est assez simple. À partir du moment où on prend bien le soin de capturer l'information tout en amont de la capture de vos leads, il est assez simple par la suite de transmettre cette information au CRM et de faire des croisements de données pour récupérer un ROI par source d'acquisition. J'ai rajouté une petite bulle d'information également sur le coût d'acquisition client. C'est un autre indicateur qui est assez intéressant et qui vous permet de calculer le coût moyen d'acquisition pour un client. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de vous projeter, de savoir comment il faut investir, a priori, pour obtenir un certain nombre de clients, de nouveaux clients, si vous souhaitez faire vos calculs et vos objectifs. Vous pouvez également calculer ce coût d'acquisition moyen par client et par canal pour avoir encore un peu plus de finesse, et vous constaterez d'ailleurs peut-être que le panier moyen d'un client, en fonction de la source d'acquisition, est différent. Peut-être que la taille de vos clients, ou en tout cas le panier qu'ils représentent, n'est pas le même en référencement naturel qu'en réseaux sociaux ou que sur des événements. Et voilà, le tour est joué, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, si vous avez des questions, je vous invite à les poser, si vous n'avez pas terminé de les poser, et je vais pouvoir y répondre. Le premier sondage est terminé, donc la question était: avez-vous déjà différencié vos leads par canal d'acquisition ? L'audience aujourd'hui, à 47% répond oui et à 53% répond non. Donc grosso modo, vous êtes la moitié à faire ce travail et l'autre moitié à ne pas le faire. Et je vais lancer un second sondage, vous allez y répondre également si vous le souhaitez. C'est: est-ce que vous avez déjà entrepris l'analyse de votre ROI par canal d'acquisition, comme on vient de le voir aujourd'hui? Donc voilà, je viens de lancer le sondage et en parallèle, je vais répondre à vos questions.
Alors, on me demande si on a un conseil pour traquer l'acquisition offline. Ben, comme je vous le disais, l'important, on peut illustrer ça très simplement, hein. On va faire un salon où on va rencontrer des prospects. Soit vous avez une petite tablette où vous renseignez les informations, soit vous avez un bloc-notes où vous renseignez vos leads, etc., etc. Et en fait, il faut bien le garder tel quel. Et le jour où vous allez intégrer cette nouvelle base de données d'une certaine manière dans votre outil de marketing automation ou dans votre CRM, eh bien, au moment de l'import de ces données-là, ou de la saisie de ces données-là, il faudra y ajouter dans le champ source d'attribution, vous vous rappelez que j'avais montré sur le formulaire, qui vient du salon. Et ça va vous permettre du coup d'enregistrer cette information d'acquisition offline. Et de la même manière, nous, quand on importe des données dans l'outil de marketing automation, on a la possibilité de dire, attention, si une donnée existe déjà dans ce champ, on ne va pas l'écraser. Vous vous souvenez, l'idée étant de ne pas écraser la source de premier point d'acquisition. Et en l'occurrence, peut-être que la personne que vous allez revoir sur le salon et saisir dans vos bloc-notes, vous l'avez peut-être déjà rencontrée au préalable dans d'autres conditions. Une deuxième question. Est-ce que vous avez d'autres questions ? En parallèle, la question, le sondage sur avez-vous déjà entrepris l'analyse de votre ROI sur le canal d'acquisition ? 25% ont répondu oui, donc on voit que c'est quand même un peu moins de monde qui est allé jusqu'à cette démarche-là, et donc 75% ont répondu non. Et vous voyez, hein, si vous êtes utilisateur d'un outil de marketing automation et d'un CRM, hein, je vous avais dit qu'il faut bien ce couple-là, puisque le CRM va gérer toute l'information commerciale, là où le marketing va gérer toute l'information d'acquisition. Finalement, c'est assez simple à mettre en œuvre. Vous n'êtes pas obligé de faire après l'analyse toutes les semaines ou tous les mois, mais de se le faire peut-être tous les trimestres ou tous les 6 mois ou une fois par an, et c'est assez important pour pouvoir derrière ajuster vos budgets sur l'année suivante. On me pose une nouvelle question. Bonjour. Bonjour également. Quand vous regardez les statistiques dans Google Analytics avec les UTM, vous avez constaté des gros écarts avec les stats du plateforme où on a fait la campagne d'emailing. Alors, bonne question. Sur les UTM, non, pas de grosses différences. Pas de grosses différences. Après, alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que déjà, les algorithmes de reconnaissance des visiteurs ne sont pas exactement les mêmes entre Google Analytics et notre plateforme de marketing automation, par exemple. Ce qui fait que les statistiques ne sont pas 100% les mêmes. Elles ont quelques différences légères, mais grosso modo, on s'y retrouve en tout cas au moins sur les tendances. Et concernant les UTM, encore moins de différence parce que sur le coup, l'UTM, c'est quelque chose que vous avez saisi vous, hein, quand vous partagez votre lien sur les réseaux sociaux en y ajoutant l'UTM, etc. C'est une action manuelle et c'est vous qui avez ajouté donné les billes, quoi. C'est vous qui dites telle source, c'est tel UTM. Et donc, en fait, l'outil de marketing automation Google Analytics va simplement enregistrer l'information. Et là, il n'y a pas d'enjeu d'algorithme derrière sur je reconnais le visiteur et je pense qu'il vient de tel genre de canal, etc. Donc, c'est ce que je revenais à ce que j'avais expliqué. Plutôt que se concentrer, se satisfaire du fameux référeur, le référent, la page référente, donc qui est la page précédente, la page de visite en cours. Cette technologie-là, elle est beaucoup basée sur des algorithmes et de moins en moins fiables parce qu'il y a un certain nombre de sites qui ne passent pas l'information de référent, etc. Utilisez les UTM, c'est vous qui les paramétrez, c'est vous qui faites votre plan de tagage, c'est vous qui décidez comment regrouper les sources d'acquisition. Et là-dessus, on est sur quelque chose de plus précis. Et merci pour cette question. Par expérience, est-ce que les ads sur les réseaux sociaux comme Facebook ou YouTube Ads, cela fonctionne pour le B2B ? Alors, c'est une question qui est assez compliquée, en tout cas la réponse est compliquée, parce que ça va beaucoup dépendre de votre activité. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est ce qu'on a fait nous et ce qu'on a pu constater chez certains des clients qu'on accompagne dans des objectifs de marketing automation, donc qui ne sont pas directement liés aux enjeux d'acquisition, référencement payant. Et là-dessus, d'ailleurs, parlez-en plutôt peut-être à des agences spécialisées dans l'acquisition. Eux, ils ont une vraie expertise sur ce domaine-là. Mais nous, en l'occurrence, donc on travaille 100% en B2B. Et l'ADS sur les réseaux sociaux, c'est plutôt pas du tout efficace. On a fait également juste des réseaux sociaux simples, sans ads, c'est assez peu efficace. Après, il faut voir ce qu'on veut mesurer également, hein, parce que là, aujourd'hui, on parlait du ROI, et c'est très important, effectivement. Mais il n'y a pas que le ROI qui compte. En l'occurrence, il va y avoir tout ce qui est image et notoriété, faire grandir notre audience, etc., etc. Et ça, c'est des enjeux qui sont également très importants. Et en l'occurrence, nous, tout le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux, il a plutôt un bénéfice sur ce point-là,
agrandir notre audience, ça nous permet d'acquérir de nouveaux followers ou alors de nouveaux inscrits à nos newsletters qui nous permettent de communiquer à un plus grand nombre par la suite. Donc là, on est vraiment sur l'élargissement de l'audience. Et ensuite, également, la partie image. On sait que, comme je vous le disais, le premier point d'acquisition pour nous, c'est rarement les réseaux sociaux. En revanche, on sait que tout ce qu'on va communiquer sur les réseaux sociaux sont des points intermédiaires dans le cycle de communication et d'échange avec nos contacts qui vont nous permettre d'affirmer notre notoriété, d'affirmer notre expertise et de rassurer nos prospects pour que quand ils reviennent plus tard sur notre site, probablement par le last touch acquisition, et qui n'est certainement pas les réseaux sociaux, qui est probablement plutôt un webinar, plutôt un livre blanc, ce genre de choses, mais derrière, ils convertissent, mais aussi parce qu'il a été rassuré en amont par les réseaux sociaux qui, eux, directement ne drainent pas du chiffre d'affaires. Voilà, donc il faut prendre tout ça en compte et bien définir quels sont les objectifs. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous également. Très bien, merci également. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser, bien entendu, sur nos fameux formulaires web, où on ne manquera pas d'y ajouter un petit UTM sur votre profil. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Le webinar devrait être disponible assez rapidement en replay sur notre site internet. Et comme je vous le disais, il sera associé d'un article de blog un peu plus complet, un peu plus documenté, qui fait un peu office finalement de tutoriel pour une mise en œuvre dans votre entreprise. Donc si je ne dis pas de bêtises, vous êtes 75% à devoir suivre ce tutoriel pour mettre ça en œuvre dans votre entreprise. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci également.